Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Il n'y a pas que des attentats islamistes dans le monde. Il y a aussi ceux des extrêmes droites, racistes et nationalistes. Et on va le voir dans cet épisode en partant pour les États-Unis en 1995 pour voir un attentat qui fut à l'époque le plus important jamais connu sur le sol américain, Oklahoma City. Au cœur de l'histoire. L'autre grand titre dans l'actualité aujourd'hui, Pierre, c'est bien sûr l'ouverture du procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles. Le djihadiste français accusé d'avoir assassiné 4 personnes au musée juif de la capitale belge, c'était en mai 2014 et c'est pour assassinat terroriste avec un complice qu'il est jugé à partir d'aujourd'hui. À ce titre, il encourt d'ailleurs la réclusion à perpétuité. On va rejoindre... À l'heure où se déroule le procès de Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles en 2014, se pose une question qui hante les enquêteurs sur le terrorisme. A-t-on affaire, comme l'avait dit à l'époque le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, à un loup solitaire? Vous savez, l'idée qu'une personne, toute seule, venue de nulle part, construit un attentat et le mène à terme. En fait, cette expression de loup solitaire est née quelque part au début des années 90. C'était dans l'extrême droite américaine. L'idée était que chacun devait prendre en charge la lutte pour la suprématie blanche aux États-Unis. Et on va voir qu'il y a un cas où une personne a décidé de suivre cette doctrine. Revenons le 19 avril 1995 à Oklahoma City, aux États-Unis, quand une bombe explose et plonge l'Amérique dans le désarroi du terrorisme. Nous sommes bien le 19 avril 1995 à Oklahoma City. C'est une ville d'à peu près 500 000 habitants, située au cœur des États-Unis, dans ce qu'on appelle le Midwest, ce centre-sud du pays, loin des deux côtes et des grandes villes. C'est une matinée idyllique ensoleillée en ce début de printemps. Au centre de la ville se trouve le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah. Il abrite notamment les bureaux régionaux des administrations de la sécurité sociale, de la lutte contre la drogue, la DEA, et le bureau de l'alcool et du tabac et des armes à feu, cet organisme, les ATF, qui, dans les années 20, avait lutté contre les gangs de Chicago. Parmi les quelques 600 fonctionnaires qui se rendent au travail ce matin-là, il y a Claudia Denny, avec ses 2 enfants, Rebecca, âgée de 2 ans, et Brandon, de 3. Elle les dépose à la crèche du bâtiment, qui accueille les enfants de tous les fonctionnaires des différentes administrations. Elle croise peut-être Dana Bradley. Dana est âgée de 20 ans et elle dépose aussi ses 2 enfants, en étant accompagnée par sa mère, qui travaille comme elle, dans le bâtiment Alfred P. Murrah. Une précision, ce bâtiment au cœur de la ville représente l'État fédéral, c'est-à-dire Washington, le pouvoir présidentiel, celui du FBI, celui des grandes administrations, dans une ville relativement rurale d'un État fédéré, celui de l'Oklahoma. C'est ce même 19 avril 1995, aux alentours de 8h50, qu'un homme, au volant d'une camionnette jaune, prend la direction du bâtiment. Il se gare sur le parking dans une zone de livraison, sous la crèche de l'immeuble, situé au 2e étage. Tranquillement, il descend du véhicule et s'en éloigne. Une fois arrivé à quelques pâtés de maison, il s'arrête. Il est 9h02 du matin à Oklahoma City quand cet homme appuie à distance sur le détonateur d'une bombe. Tout d'abord, cette explosion qui s'est produite il y a un peu moins de 2 heures dans un immeuble d'Oklahoma City aux États-Unis, dans l'Oklahoma, une terrible déflagration qui a en partie détruit le bâtiment. Jusqu'à il y a encore quelques secondes, toutes les hypothèses étaient envisagées. Et puis on apprend que les responsables fédéraux à Washington assurent qu'il s'agit d'un attentat à la bombe. On entend l'émotion dans la voix du journaliste d'Europe 1 qui explique le drame qui vient de se dérouler en quelques secondes. La déflagration a détruit les 7 étages de l'édifice gouvernemental. C'est un déluge de verre, d'acier et de béton qui s'effondre dans la rue et les environs. Le souffle de l'explosion est ressenti à des kilomètres à la ronde. Pour les 600 fonctionnaires, la matinée paisible en quelques secondes a viré au cauchemar. C'est le sort qui décide, dans la tragédie qui s'écrit, celui du lieu où l'on se trouve, au moment d'explosion et surtout après. Car ce n'est pas seulement l'explosion, mais l'effondrement du bâtiment qui fait le plus grand nombre de victimes. Claudia Denny fait partie des survivants.
Elle pense immédiatement à ses 2 enfants et court les chercher. La crèche est située juste au-dessus de l'endroit où la bombe était posée. Elle est particulièrement touchée. Sa fille est légèrement blessée, mais son fils Brandon est inconscient. Il a été touché à la tête. Dana Bradley n'a pas eu cette chance. Elle est prisonnière des éboulements. Sa jambe est coincée sous les gravats. Elle ne sait pas encore que ses 2 enfants et sa mère sont morts. Pour le moment, elle crie. Elle appelle à l'aide. Elle a le souffle court. Elle espère que les secours arriveront à temps. Les secours sont effectivement déjà en route. Évidemment, la paisible ville d'Oklahoma a ressenti tout le choc de l'explosion. Certains témoins, plus tard, parleront d'une impression de tremblement de terre à des kilomètres même du lieu de la déflagration. Pompiers, ambulances, police, les sirènes se multiplient et brisent la quiétude de la cité. Arrivés sur les lieux, les secours se mettent au travail. Brandon est immédiatement emmené en urgence à l'hôpital. Il restera toute sa vie handicapé. Il faut plusieurs heures pour retrouver Dana. Quand on la découvre, les secouristes n'ont pas d'alternative. Il faut l'amputer sur place pour la sortir des décombres. Pendant ce temps, les autorités ont découvert l'ampleur du drame. Le président Bill Clinton lui-même prend la parole pour l'exposer aux Américains. L'explosion à Oklahoma City était une attaque contre des enfants innocents et des citoyens sans défense. C'était un acte lâche et ignoble. Les États-Unis ne toléreront pas et je ne permettrai pas que le peuple de ce pays soit intimidé par ces lâches ignobles. Clinton n'a pas hésité. Il a déclaré l'état d'urgence et immédiatement, une enquête a été ouverte, évidemment confiée au FBI, puisqu'il s'agit d'une attaque contre un bâtiment fédéral. Au même moment, toujours ce 19 avril 1995, une voiture roule vers le nord et à la sortie d'Oklahoma City, elle est arrêtée par un simple agent de la police routière. En cause, l'absence de plaque d'immatriculation. Le policier demande au conducteur de sortir du véhicule et il trouve une arme dans l'habitacle. L'agent trouve aussi une carte commerciale qui porte le nom du conducteur et que ce dernier essayait de dissimuler. Il y a dessus un prénom et un nom, Timothy McVeigh. L'homme a à peine 30 ans, il est grand, fin, les cheveux bruns, rasés de près. Il est donc arrêté et conduit pour passer devant le juge, justement pour port d'armes illégales et absence d'immatriculation. Le juge a déjà une audience et reporte l'audition de McVeigh au lendemain avec une caution fixée simplement à $5 000. Personne ne prête vraiment attention à ce prisonnier. Et au même moment, le Bureau fédéral d'investigation commence à échafauder différentes hypothèses pour savoir qui est l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City. Et Europe 1 s'en fait immédiatement l'écho. Les enquêteurs n'excluent rien, pas même l'hypothèse du geste d'un déséquilibré. Ils constatent que l'attentat intervient au jour anniversaire du carnage de la secte des Davidiens à Waco et que la méthode de la voiture piégée bourrée d'explosifs est bien la même que celle de l'attentat des islamistes au World Trade Center de New York. Pour le FBI, chaque piste se justifie par un indice. Il y a d'abord le premier attentat du World Trade Center, celui qui avait été commis en 1993, on le saura plus tard en réalité, par Al-Qaïda. Le même modus operandi avait été utilisé, c'est-à-dire qu'on avait garé une fourgonnette dans le parking au sous-sol et c'est elle qui avait déclenché l'explosion. La deuxième hypothèse, c'est celle des Davidiens, une secte religieuse qui en 1993 avait été assiégée par les hommes du FBI avant de commettre un suicide collectif. Le 19 avril, la même date, 2 ans plus tôt, et si c'était quelqu'un qui voulait venger ce crime ? Et puis il y a toujours cette hypothèse d'un inconnu qui aurait fait un attentat pour des motifs liés directement à l'activité des agences fédérales. Pour trouver des indices, la procureure générale, Jeannette Reynaud, n'hésite pas à offrir une prime de $2 millions en échange d'informations menant à l'arrestation des terroristes. C'est au matin du 21 avril 1995 qu'une employée du Dreamland Motel reconnaît Timothy McVeigh en observant le croquis du suspect et elle se souvient
du véhicule garé devant le motel. McVie a signé sous son vrai nom son inscription dans l'établissement. Benoît Laporte maintenant en direct de Washington. Benoît, un certain nombre d'éléments nouveaux ce matin concernant l'enquête. D'abord, 2 mandats d'arrêt lancés par le FBI. Oui, 2 hommes sont activement recherchés. Ils ont loué la camionnette qui a servi dans l'attentat. Leur portrait robot a été diffusé par tous les médias. On ignore leur identité, mais le FBI les dit armés et dangereux. Il faut noter que ce sont des hommes à la peau blanche et à l'accent américain, cheveux courts, 30 ans maximum. Les 2 blancs qui ont été identifiés sont Timothy McVie et son ami et complice Terry Nichols. En apprenant leur nom, l'Amérique a perdu une part de son innocence ce jour-là. Les 2 hommes s'étaient rencontrés à Fort Benning, dans l'armée, en 1988, lors d'un entraînement de jeunes recrues. Chacun avait un intérêt commun pour une doctrine, le survivalisme, une opposition au contrôle des armes à feu et l'idée que peut-être un jour il faudrait se battre les armes à la main pour pouvoir garantir la survie de sa famille ou de son peuple. McVie est un vétéran de la guerre du Golfe. L'armée l'a mué en héros avant de le trahir, en lui refusant la gloire des gloires, en tout cas celle qu'il espérait, l'entrée dans les bérets verts. C'est ainsi que Timothy McVie a été rendu à la vie civile. C'est son ancien camarade de régiment, Terry Nichols, qui lui ouvre les portes des milices patriotiques. Ce monde interlope qui gravite au sein de ce Midwest. Grâce aux grandes étendues isolées, chacun se forme, chacun entretient son petit groupe d'amitié. Or, précisément, au début des années 90, ce milieu est en effervescence. Il y a d'abord eu la récession économique qui a ruiné beaucoup de petits fermiers blancs qui gardent un ressentiment contre l'État fédéral qui, à cause des impôts, les aurait ruinés. Il y a ensuite ceux qui s'inquiètent des nouvelles mesures qui ont été prises pour restreindre l'utilisation des armes. Ils ont l'impression que le gouvernement fédéral veut les empêcher de se défendre. L'ensemble de ce petit peuple, petit blanc, militant, d'extrême droite, a quelques éléments de doctrine communs. D'abord, la haine de l'État fédéral qui est considéré comme l'oppresseur. Ensuite, le rejet des mesures dites libérales, comme par exemple l'avortement, qui est considéré comme l'élément d'un nouvel holocauste contre les Blancs américains. Et puis, il y a aussi le sentiment qu'il y a une oppression contre les religieux. C'est notamment ce qui s'est passé avec la secte des Davidiens à Waco. Or, précisément, pendant le siège de Waco, Timothy McVie s'était rendu dans la ville et avait assisté à l'opération. Il y a donc chez lui, progressivement, le mûrissement d'une envie d'attentat. Et cela se nourrit d'autant plus des éléments d'histoire américaine qu'il a intégrés. Le jour de l'attentat, il porte un t-shirt sur lequel est écrite la devise de l'État de Virginie, Sic Semper Tyrannis. Or précisément ces mots sont ceux que John Wilkes Booth a prononcés en assassinant Abraham Lincoln. Vous vous souvenez, ce président qui à la fin du 19e siècle avait supprimé l'esclavage des États-Unis et gagné la guerre de sécession. L'idée, c'est qu'on a le droit d'abattre l'État fédéral, d'abattre les gens du gouvernement, tout simplement parce que ce sont des tyrans. McVie a aussi lu un autre livre. Son auteur s'appelle William L. Pierce. C'est un homme politique peu connu en Europe, mais à l'époque, il a une certaine notoriété au sein de l'extrême droite américaine. Il est le fondateur d'ailleurs d'un parti néo-nazi, la National Alliance. Et c'est sous le pseudonyme d'Andrew MacDonald qu'il a écrit les carnets de Turner, Turner Diaries. Dans ce livre, Pierce prône la suprématie des Blancs contre toutes les minorités, les Juifs, les Noirs et les autres. Le livre a inspiré beaucoup d'hommes à l'extrême droite, et McVie l'a totalement intégré. Le personnage principal de cet ouvrage, Earl Turner, réagit contre les mesures de contrôle des armes, et il décide notamment de mener des attentats au camion contre le siège du FBI à Washington, cela donne des idées, et puis même attentat avec un avion qu'il avait imaginé contre le Pentagone. Écoutez cet extrait du livre de Pierce, Les carnets de Turner. C'est finalement arrivé. Après toutes ces années de paroles, et rien d'autre que de simples paroles, nous avons finalement entrepris notre première action. Nous sommes en guerre contre le système, et ce n'est plus une simple guerre de mots.
Aujourd'hui, j'ai achevé le mécanisme du détonateur pour la bombe que nous utiliserons contre l'immeuble du FBI. Le mécanisme de déclenchement en lui-même est assez simple, mais j'ai dû attendre jusqu'à hier en ce qui concerne l'excitateur, car je ne savais pas quel type d'explosif nous utiliserions. Pour les Américains, cet attentat est une surprise et déclenche en eux une faille. Comment imaginer qu'un ancien soldat qui est passé par Fort Bragg, qui a fait partie des services spéciaux, puisse commettre un crime? C'est comme si n'importe quel Américain devenait tout d'un coup soupçonnable d'être anti-américain. Timothy McVeigh, c'est cette image du loup solitaire, de celui qui s'est radicalisé tout seul, mais nous l'avons bien vu, il n'y a pas de vrai loup solitaire. Ils sont tous insérés dans des réseaux amicaux, dans des réseaux idéologiques, et donc progressivement, ceux qu'on appelle ainsi nous apparaissent comme les ambassadeurs d'une nébuleuse. Une nébuleuse américaine, qui n'a pas hésité à faire 168 morts et 500 blessés et à tuer d'un coup 19 enfants en plaçant une bombe sous une crèche. Ça, c'est l'horreur que découvrent les Américains au moment où va s'ouvrir le procès de ceux pour lesquels une longue enquête a été nécessaire. C'est un peu le procès du siècle qui s'est ouvert en avril 1997 et les journalistes d'Europe 1 l'ont bien compris. À l'époque, il faut bien se souvenir que c'est le plus grand attentat qui ait eu lieu sur le sol américain et de surcroît contre un bâtiment regroupant des administrations fédérales. L'enquête a été énorme. Il n'y a pas eu moins de 900 agents fédéraux impliqués, dont 300 du FBI pour mener cette enquête. Il a fallu 3,2 tonnes de preuves et à peu près 1 milliard d'informations qui ont été portées devant le juge fédéral. Mais ce procès se déroule dans une atmosphère tout à fait particulière. Car le chef des procureurs, Joseph Hartzler, a refusé de donner de nombreuses interviews, de laisser filmer tous les éléments du procès parce que, justement, il craint une contamination. Le procès se déroule donc avec ses incidents et ses moments un peu surprenants, comme quand sont interviewés d'anciens complices et amis de Timothy McVeigh. Parmi les 137 témoins, on trouve en effet Michael Fortier et sa femme, qui témoignent que Timothy McVeigh leur a signalé les plans pour faire exploser le bâtiment fédéral Murat. Ils n'avaient pas réagi. Michael révèle aussi que McVeigh a choisi la date et Laurie témoigne qu'elle a créé la fausse carte d'identité de McVeigh pour louer le camion qui a servi à l'explosion. McVeigh a beau être représenté par une équipe de 6 avocats, sa défense sera très difficile et encore une fois, Europe 1 l'avait bien compris. S'il continue sur ce rythme, le procès de Timothy McVeigh va durer plus de 6 mois. La première journée a été consacrée à la sélection des jurés. Ils ne sont pas prêts d'être choisis. Hier, la Cour en a interrogé seulement 5 sur 300 pour voir s'ils feraient éventuellement l'affaire. Les avocats de la défense vont tout faire pour tenter de faire dérailler le procès. Ils ont essayé plusieurs fois d'en retarder l'ouverture. Ils vont invoquer des articles de presse affirmant que Timothy McVeigh est passé aux aveux pour montrer que le jury a été influencé. Ils vont ensuite parler de la piste internationale pour montrer que les coupables sont des terroristes internationaux et que leur client est innocent. Ils évoqueront enfin des manipulations douteuses dans les laboratoires du FBI qui ont pu compromettre l'enquête. Son avocat Stephen Jones a bien essayé de semer le doute dans l'opinion, notamment en disant que personne n'avait identifié McVeigh sur la scène de crime, que l'enquête sur place avait été trop rapide. Mais un moment a changé, retourné complètement le procès. C'est le témoignage d'un psychiatre, John R. Smith. Il a jaugé Timothy McVeigh et il le décrit comme un homme certes un peu dépressif mais sain d'esprit. Il aura même cette phrase : « La décision de poser la bombe a été prise rationnellement et McVeigh en comprenait parfaitement les conséquences. » Vient alors l'heure de la délibération. Pendant 23 heures, le jury délibère. Le 2 juin 1997, McVeigh est reconnu coupable de 11 chefs d'accusation d'assassinat et de complot. Il n'y aura pas de réduction de peine à la perpétuité. McVeigh est condamné à mort. Il devient le 13e prisonnier fédéral en attente de son exécution.
Terry Nichols, lui, échappe à la peine de mort. Après 2 procès en 1998, il est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Comme toujours aux États-Unis, entre la condamnation et l'exécution se passe un long laps de temps avec les tentatives de grâce, les tentatives d'appel. Mais finalement, le lundi 11 juin 2001, tout le monde se retrouve le regard tourné vers le pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. C'est là que doit se dérouler à l'aube la première exécution fédérale depuis 38 ans. Timothy McVeigh sera attaché et recevra une injection mortelle. Évidemment, cette exécution a relancé le débat sur la peine de mort, mais le climat n'est plus à la tolérance comme dans les années 90 sous Clinton. Désormais, l'Amérique de George Bush attend des résultats et une efficacité. Bush, d'ailleurs, a approuvé l'exécution qui est filmée et retransmise en direct. 3000 personnes ont le droit d'assister à cette exécution. 285 se sont inscrites. Parmi elles, on retrouve Claudia Denny et Brandon, son fils, handicapé à vie. On retrouve aussi Dana Bradley, qui a perdu une jambe, ses enfants et sa mère. Comme toujours, dans le rituel, il est prévu de demander au condamné s'il a une dernière déclaration à faire. C'est ce qui se produit à 7h du matin. McVeigh ne va pas répondre. Il n'a exprimé aucun remords, si ce n'est pour ce qu'il a appelé des dommages collatéraux. Ce sont, dans l'esprit de beaucoup d'Américains, les 19 enfants qui ont été inutilement sacrifiés. On était au mois de juin 2001. Quelques semaines plus tard, allait survenir l'attentat du 11 septembre. Un attentat islamiste. Il existe bien à Oklahoma City un mémorial en l'hommage aux victimes. Mais toute cette affaire semble avoir été effacée, oubliée, comme si un terrorisme pouvait en chasser un autre. Ce même terrorisme est de retour depuis le milieu des années 2000. Avec l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, l'extrême droite s'est regaillardie, remobilisée. Elle commet beaucoup plus d'attentats et fait beaucoup plus de victimes que les islamistes sur le sol américain. Aujourd'hui, dans les nomenclatures fédérales, on continue de distinguer les attentats commis par les islamistes et ceux commis par ceux qu'on appelle les loups solitaires. La leçon que l'on peut tirer sur les attentats d'Oklahoma City, c'est que la vigilance des États ne doit pas se relâcher à l'égard d'une mouvance radicalisée. L'Europe aussi connaît ce type de dérive et il faut espérer que notre vigilance n'en soit que plus grande. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Simon Maisonneuve et réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.